Bonjour Hélène, alors à la une de la presse, le regain de tension dans le détroit d'Ormuz alors que les négociations entre l'Iran et les États-Unis semblent piétiner. D'après le Washington Post, les attaques dans le détroit et dans la région du Golfe mettent en péril le fragile cessez-le-feu qui avait été conclu le 8 avril. L'Iran met fin au cessez-le-feu, affirme de son côté le Wall Street Journal, qui voit le président Trump confronté au choix de céder aux exigences du régime iranien ou de recourir à l'armée pour rouvrir donc le détroit d'Ormuz. La tentative du président américain qui ramène toute la région au bord du précipice, alerte le Guardian, le quotidien britannique. Côté iranien, Tehran Times ironise. Trump ouvre le détroit d'Ormuz dans ses rêves. Enfin, le quotidien libanais L'Orient le Jour évoque le pari à haut risque de Washington face à l'Iran et fait état de l'exaspération du président Trump face à cette impasse du pas de guerre ni accord, de sa volonté d'inverser le rapport de force face à Téhéran, qui est devenu de facto le maître du détroit d'Ormuz, quitte, je cite, à provoquer une escalade. Et d'une guerre à l'autre, d'un cessez-le-feu à l'autre en Ukraine, Volodymyr Zelensky a annoncé une trêve avec la Russie à partir de ce soir minuit. Oui. Et le Kiev Independent présente cette décision comme une réponse au cessez-le-feu unilatéral décrété par le Kremlin pour les 8 et 9 mai à l'occasion des commémorations de la victoire de la Russie dans la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'on le sait, les négociations sont stoppées depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. Des combats intenses se poursuivent sur le front et pour la première fois depuis avril 2023, les Russes ont perdu du terrain, d'après l'AFP cité par le quotidien belge Le Soir. Autre mauvaise nouvelle pour la Russie, à cause des frappes ukrainiennes, la production de ces raffineries serait au plus bas depuis 17 ans, selon le Figaro. Et autre conséquence des attaques contre ces installations pétrolières russes évoquées par le Washington Post, des pluies noires et toxiques dans la région de Tuapse, c'est sur les bords de la mer Noire, dont les habitants se plaignent d'une réponse gouvernementale à la fois inadéquate et d'une dissimulation de ce qu'ils considèrent, je les cite, comme l'une des pires catastrophes écologiques et sanitaires qu'ait connue la Russie depuis la chute de l'Union soviétique. Les conséquences écologiques de cette guerre en Ukraine, dont il est aussi question dans Libération, qui raconte comment, à l'opposé, sur la rive opposée de la mer Noire, en Roumanie, les attaques russes contre les ports ukrainiens avoisinants ont ruiné la pêche et le tourisme dans le delta du Danube, qui est l'une des régions humides les plus vastes d'Europe. Et ce matin, la presse internationale évoque également un isolement croissant de Vladimir Poutine. Le Financial Times, qui cite ici des sources proches du président russe à Moscou et un membre des services de renseignement européens, affirme que la sécurité a effectivement été considérablement renforcée autour de Vladimir Poutine, qui passerait davantage de temps dans des bunkers souterrains par crainte, je cite, d'un coup d'État ou d'une tentative d'assassinat par drone en particulier. Et pour également la revue de presse internelle ce matin, un petit anniversaire à souhaiter en Espagne au quotidien El País, qui fête ses 50 ans. Feliz cumpleaños. Pour l'occasion, vous le voyez, le roi Felipe VI avait fait le déplacement. Il a rappelé à cette occasion que le journalisme est crucial pour la liberté et la démocratie. Le journalisme au service du public, que récompense chaque année aux États-Unis le prix Pulitzer. Bravo cette fois au New York Times, qui décroche à lui seul 3 distinctions, dont celle du meilleur photographe d'actualité remportée par le Palestinien Saher Al-Gora. Il est récompensé pour ses reportages sur les ravages causés par les frappes israéliennes contre Gaza. Le grand journal new-yorkais décroche aussi, Faiza, le prix d'investigation pour sa série d'enquêtes sur la façon dont Trump exploite son pouvoir pour enrichir sa famille et ses amis. Et enfin, la journaliste du Miami Herald, Julie K. Brown, qui a reçu quant à elle un prix spécial, une mention spéciale pour son enquête sur le pédocriminel Jeffrey Epstein, qui avait révélé en 2017 et 2018 comment la justice l'avait protégé lorsqu'il avait été accusé pour la première fois en Floride de viol sur mineur. Un travail, Faiza, d'une qualité absolument exceptionnelle, titré
perversion de la justice. Et puis un mot pour terminer du Met Gala qui s'est déroulé hier soir à New York. Après la polémique sur le patronage de Jeff Bezos, place au grand spectacle. Comme vous le voyez, comme chaque année, il y en avait pour tous les goûts, avec le lot habituel de mégastars en couture, Beyoncé en Olivier Rousteing pour la version lumineuse et, ma foi, assez bling-bling. Côté plus sombre, Madonna en gothique et parée pour la chasse à courre avec le corps de chasse qui va bien et l'antenne à l'ancienne pour capter, ne rien louper à l'actualité sans doute. Et bien sûr, comme chaque année, les tenues les plus improbables qui ont été, disons, particulièrement remarquées. Mention spéciale à Serena Williams, tout en papier alu emballé. On a aussi la top modèle Heidi Klum en Casper, le petit fantôme qui fait peur aux enfants à Halloween. On avait aussi des messieurs qui n'étaient pas en reste, comme vous pouvez le voir, avec ce toréador en bleu cérulé, plus traîne. Et enfin, je crois que le meilleur est ici. Non, ce n'est pas l'abominable femme des neiges, c'est l'actrice Tiana Taylor. Elle portait du Tom Ford. Et vous, laquelle, Faiza, préférez-vous? Peut-être le papier alu. Le papier alu, c'est pas mal pour aller au four.